Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence aujourd'hui avec cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, nous allons voir comment planifier ses courses pour, vous allez le découvrir. Cette visioconférence est présentée par Emmanuel qui va se présenter dans quelques instants. Je vous rappelle que vous êtes en direct, donc vous pouvez poser des questions dans la barre de conversation. Alors soit, si c'est toujours dans la thématique de la discussion et de la diapositive en cours, j'interromprai Emmanuel pour poser la question en direct ou alors on reprendra tout ça à la fin, une fois l'enregistrement terminé. Donc là, c'est le petit bonus pour ceux qui sont en direct. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo et puis à vous inscrire pour participer avec nous en direct. Ça se passe sur movadom.eventbrite.com. Je te laisse prendre le contrôle et te OK, présenter. Voilà, parfait. voilà. Bonjour à tous. Donc, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'équilibre alimentaire, les courses adaptées, la construction de menus, je vais me présenter, brièvement. Donc, je suis Emmanuelle, je suis diététicienne nutritionniste. Alors, je ne l'ai pas toujours été. J'étais au départ, ingénieure agronome, donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'industrie agroalimentaire, pour les chambres d'agriculture et puis je me suis réorientée il y a 15 ans en tant que diététicienne, donc on va dire de la fourche à la fourchette en passant par la santé. Voilà, donc aujourd'hui mes actions, mes missions, c'est voilà, j'ai un cabinet en libéral. Je travaille dans des réseaux de santé pour, certaines maladies chroniques, le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance, hem, cardiaque, enfin donc différentes, pathologies et puis il y a quelque chose qui me tient à cœur dans mes activités, c'est la prévention santé. Parce que finalement, quand on a une alimentation bien équilibrée, bien variée et ben, c'est vraiment un gage, de prévention santé et un des piliers, de la prévention. Voilà, donc aujourd'hui, hem, on va parler, d'alimentation et d'hydratation, adaptée des seniors. Donc on fera un rappel, sur, bah, qu'est-ce que c'est cet équilibre alimentaire? Et puis on enchaînera sur, des éléments sur les intérêts multiples, d'organiser ses courses, de faire des menus et voilà, enfin d'avoir des notions de cuisine adaptée. On fera aussi un point sur, la lecture des étiquettes, vaste sujet, hein, sur lequel on pourrait passer, des heures parce que, souvent on a du mal à s'y retrouver. Donc voilà. Alors du coup, avant voilà, de débuter, heu, j'aime bien rappeler que finalement notre hygiène de vie, elle doit s'imaginer de façon globale et que finalement, enfin moi quand j'accompagne des personnes dans leur alimentation, je les invite à considérer leur hygiène de vie de façon globale parce que, tout est lié. Vous voyez? L'activité physique adaptée, le sommeil réparateur, la gestion des émotions, la gestion et l'organisation du temps et finalement d'arriver à trouver, des rythmes, structurer, ses journées, tout ça, ça a un lien avec notre alimentation. Donc c'est important d'avoir, cette vision globale, pour vous personnellement et de voir, bah, voilà, est-ce que, quels sont les bénéfices quand j'ai une activité physique adaptée, dans la journée, quand je bouge suffisamment? Quels sont les bénéfices sur mon sommeil, sur la gestion des émotions, sur mon alimentation? Hein, parce qu'il peut y avoir une régulation de la faim, de la satiété quand on a une activité physique bien adaptée. Quels sont les bénéfices d'un bon sommeil, sur la façon dont je m'alimente, sur la gestion des émotions? Tout ça, c'est bien d'imaginer ce schéma pour vous individuellement. Voilà. Alors ensuite, si on regarde l'équilibre alimentaire, vous voyez,
L'équilibre alimentaire finalement, il est lié à de très nombreux facteurs en fait, hein. C'est pas juste, le choix des aliments, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte si on veut avoir un bon, équilibre alimentaire. Voilà, la première chose, c'est la variété, la diversité des aliments, mais aussi il faut considérer les rythmes alimentaires réguliers, hein. Les rythmes, ils sont en lien, ces rythmes alimentaires réguliers, avec, notre horloge interne, nos rythmes de sommeil, nos rythmes, dans la journée, voilà, enfin, donc ça, c'est important de donner des repères à notre corps, en fait, et ça joue sur l'équilibre alimentaire. Nous permet de pas sauter de repas, de pas grignoter, hem, voilà, donc ça, c'est important d'avoir cette notion de rythme. L'équilibre alimentaire, c'est aussi, avoir des portions adaptées, hein. Les portions, elles doivent être adaptées à son âge, à son sexe, à son activité physique, hein. Si vous êtes, très, très sédentaire, bah, forcément, vous devez, avoir des portions plus restreintes que si vous avez, une activité physique très intense. Donc ça s'adapte au quotidien, hein. Les portions, elles doivent être adaptées bien sûr aussi à ses sensations alimentaires, à sa faim, à son rassasiement. Donc c'est important aussi, d'être à l'écoute de ses sensations alimentaires, hein, de prendre le temps de déguster son repas. Donc ça, c'est tout ce qui concerne l'environnement du repas. Vous voyez, c'est important d'être à table, d'être dans la dégustation, dans le plaisir de déguster. Aussi dans la convivialité, hein. C'est vrai quand on est seul, parfois on a plus de mal à se faire un petit repas, voilà. Mais, c'est vrai qu'il y a pas mal de facteurs, très divers qui rentrent en ligne de compte quand on considère l'équilibre alimentaire. Heu, voilà. Donc après, si on fait un petit focus sur, l'alimentation adaptée pour les seniors. Hem, voilà, donc le 1er postulat, c'est de dire, ben, la plus variée, la plus diversifiée possible, hein. Ça, c'est important. Plus vous avez, une alimentation diversifiée, plus vous avez de chances d'y trouver tous les nutriments dont vous avez besoin. À la fois les macronutriments, hein, qui vous apportent de l'énergie, mais aussi les vitamines, les minéraux dont vous avez besoin, donc ce qui concerne les micronutriments. Donc au niveau des apports énergétiques, qui sont autour de 2 000 à 2 200 kilocalories pour une femme, de 60 kilos et 2 500 pour un homme de 70 kilos, hein. Vous voyez, il y a des différences entre les hommes et les femmes, et puis après ça doit être réparti autour de 11 de protéines, 35 de gras et 50 de sucre, de glucides. Il faut avoir à l'esprit que les besoins énergétiques, en fait, hem, ils sont identiques à ceux d'un jeune adulte si vous avez une activité physique suffisante, hein. Donc il ne faut pas se dire il y a souvent des idées reçues en se disant: «Bah, je suis senior donc j'ai besoin de beaucoup moins, manger et tout». Non, pas forcément, hein. Et là où j'insisterai particulièrement, c'est sur nos besoins en en protéines, hein. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 40 ans, notre masse, maigre, diminue, hein. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la masse maigre? C'est aussi bien la masse musculaire et la masse osseuse. Donc à partir de l'âge de 40 ans, elle diminue. Donc, quand on sait ça, voilà, on se dit 2 choses. Pour faire de la masse musculaire, il faut que j'ai suffisamment de protéines, hein. Donc, quand on est senior, on augmente un peu ses apports en protéines par rapport à un adulte jeune. Et puis aussi, en parallèle, pour faire de la synthèse, protéique, pour avoir des muscles, pour garder sa masse musculaire, et ben, il faut bouger en parallèle, pour que cette synthèse protéique, elle se fasse bien. Donc, après, ce qui est intéressant aussi dans le cadre d'une prévention santé, c'est de limiter le stress oxydatif et le vieillissement cellulaire grâce à l'apport d'antioxydants.
hein. Les antioxydants, vous avez la vitamine C, vous avez, qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes crus, vous avez la vitamine E dans les huiles, vous avez les oméga 3, dans les poissons gras, dans certains fruits à coque. Donc ces antioxydants, ils vont permettre de limiter le vieillissement cellulaire et de ne pas avoir trop de radicaux libres qui s'accumulent, dans le corps, hein. Et puis ensuite, faut aussi veiller à la qualité des matières grasses. Donc en termes de prévention cardiovasculaire, plutôt des matières grasses végétales en les variant et limiter les matières grasses animales. Un point très important, hem, par rapport à l'équilibre alimentaire des seniors, enfin l'équilibre, c'est de s'hydrater correctement, hein, s'hydrater suffisamment, parce qu'en fait, quand on vieillit, bah, la sensation de soif, elle diminue, et du coup, en fait, il faut prendre des bonnes habitudes le plus tôt possible en s'hydratant, même quand on n'a pas soif, hein. Quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc l'idée, c'est d'être autour au moins d'1,5 litre par jour, donc ça représente, 8 verres d'eau, donc c'est quand même pas mal. Voilà. Après un point très important aussi, c'est, la les apports en fibres dans notre alimentation, hem, pour leurs nombreux bénéfices. Donc les fibres, hein, on les trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les légumineuses, dans les céréales non raffinées et dans les graines oléagineuses. Donc cet apport en fibres, il nous sert à quoi? À limiter la constipation, hein. C'est vrai quand avec, l'âge avançant, on a tendance à avoir un transit qui est plus, enfin, qui fonctionne un peu moins bien, donc ça peut entraîner, des soucis de constipation. Donc c'est important d'avoir un bon apport en fibres, associé à une hydratation suffisante et au fait de bien bouger, hein, pour stimuler le transit au maximum. Ensuite, les fibres, elles vont nous aider à prévenir, l'apparition des maladies cardiovasculaires, à diminuer l'hypercholestérolémie parce qu'en fait, les fibres vont piéger le cholestérol et limiter son absorption par le corps. Et puis ces fibres, elles ont aussi une action pour réguler la glycémie postprandiale, hein. Donc ça, c'est important parce que du coup, ça permet d'avoir une assimilation des sucres beaucoup plus sur la durée, et voilà, de limiter des énormes pics de glycémie, après les repas. Voilà. Un point important encore, c'est l'apport en calcium qui doit être légèrement augmenté par rapport à un adulte jeune, notamment pour les femmes, après la ménopause. Bon, il faut vérifier, aussi votre statut, enfin vérifier qu'il n'y a pas d'ostéoporose, et cet apport en calcium, il peut être très bon, mais si vous êtes carencé en vitamine D, ce calcium alimentaire va partir dans les urines, avec un risque de faire en plus des calculs rénaux. Heu, donc en fait, il faut de la vitamine D pour permettre que ce calcium alimentaire, il soit, il soit minéralisé, hein. Voilà, il soit utilisé pour, minéraliser vos os. Donc un apport suffisant en calcium, vérifier son statut en vitamine D et si on est carencé, avoir une supplémentation et en même temps, avoir une bonne exposition au soleil, hein, parce que cette vitamine D, elle ne devient active que, grâce aux rayons du soleil, hein, aux rayons UV du soleil qui vont, activer cette vitamine D. Donc l'idée, c'est d'aller, voilà, enfin, faire des activités physiques, à l'extérieur, prendre le soleil. Bon, c'est plus difficile l'hiver, mais voilà, il faut avoir cette idée en tête. Heu, voilà un petit peu pour un petit rappel sur, l'alimentation et l'hydratation des seniors, hein. Donc pensez à s'hydrater, avoir des fibres, heu, augmenter un peu ses apports en protéines, par rapport à un adulte jeune et voilà, calcium et vitamine D. Sur les besoins en eau, là, vous voyez en fait sur le petit dessin que chez la personne âgée,
voyez, en moyenne, l'eau, ça représente 60 du poids du corps, ce qui est énorme, hein. Donc en fait, l'eau, corporelle, elle a de très nombreuses fonctions et le fait d'être déshydraté, ben, on peut avoir, des conséquences au niveau du fonctionnement corporel. Donc souvent, on insiste sur la comment dire? Sur l'équilibre alimentaire, mais c'est très important d'avoir aussi une hydratation, correcte et suffisante, hein. Vous voyez, il y a de nombreuses personnes âgées qui s'hydratent pas suffisamment et le premier risque, c'est d'avoir une confusion, d'avoir mal au crâne, bon, voilà, enfin, donc c'est vraiment important de prendre des bonnes habitudes par rapport à ça, de s'hydrater tout au long de la journée, hein, et pas seulement au repas, plutôt en dehors des repas d'ailleurs, autour d'1,5 litre. Et il faut savoir que la balance hydrique, on perd en moyenne 2,5 litres d'eau par jour, hein. Donc après, il y a 1 litre qui peuvent être apportés grâce à une alimentation équilibrée, notamment grâce aux fruits et aux légumes qui sont riches en eau, mais aussi aux produits laitiers, hein. Un yaourt égale à peu près un petit verre d'eau, hein. Donc il y a 1 litre par les aliments et 1,5 litre grâce aux eaux de boisson. Et c'est vrai que quand on est malade, quand on n'est pas bien, quand on s'alimente moins, et ben, il y a aussi un risque de déshydratation. Voilà. Ça, ce schéma, je l'aime bien. C'est une façon très concrète, vous voyez, de représenter l'équilibre alimentaire, très concrète, et très simple, en fait, de représenter l'équilibre alimentaire. Donc, vous voyez, sous forme de pyramide, c'est-à-dire que en fait, avec des repères de consommation. Donc, à la base, c'est, là où vous avez une consommation la plus importante et puis plus vous allez vers le haut de la pyramide, hein, plus vous montez, plus la fréquence de consommation diminue et les quantités diminuent, hein. Donc vous voyez, à la base de la pyramide, bah, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez, on vous rappelle qu'il faut faire une activité physique très régulière, hein. Ensuite, donc il y a l'hydratation, hein, dont je vous ai parlé. Ensuite, on monte, vous retrouvez les légumes et les fruits, hein. Donc les repères, c'est 3 portions de légumes, 2 portions de fruits, hein, pour leur apport en eau, pour leur apport en minéraux, en vitamines, en antioxydants, en fibres. Voilà, il y a pas de protéines, pas de gras dans les légumes, les fruits, mais il y a un petit peu de sucre. Alors très peu dans les légumes, un peu plus dans les fruits. Ensuite, on monte un peu et on se retrouve à l'étage des féculents, hein. Donc, vous voyez, en fait, l'idée toujours, hein, quelle que soit la famille d'aliments que vous consommez, c'est d'avoir une variété dans les sources, de féculents que vous consommez. Hem, alors et puis un autre point, donc le repère de consommation, c'est à chaque repas, et je rajouterais en fonction de son appétit et en fonction de son activité physique, hein. Si vous avez une journée très, très sédentaire, bah, vous pouvez réduire vos quantités, de pain, de féculents, alors que si vous savez que vous allez faire une grande randonnée dans l'après-midi, bah, au déjeuner, vous pouvez augmenter un petit peu vos apports en féculents pour tenir, en fait, puisque ces féculents vont vous apporter de l'énergie sous forme d'amidon, de l'énergie qui sera utilisée, sur la durée. Donc, en fait, c'est intéressant d'en avoir, à chaque repas, mais en adaptant la quantité. Vous voyez, il y a des personnes qui souhaitent perdre du poids et qui vont supprimer, ces féculents, mais au risque de, bah, d'introduire des grignotages, hein. Alors il vaut mieux, en avoir à chaque repas, mais en quantité adaptée. Et l'autre point qui est intéressant, c'est de choisir des féculents qui sont, les plus, les plus riches en fibres possibles pour permettre cette assimilation du sucre sur la durée. Ensuite, donc on passe à l'étage d'au-dessus. Donc là, on retrouve 2 familles d'aliments qui vont nous apporter, des protéines animales de bonne qualité ou des alternatives végétales, hein. Donc là, on voit,
Voilà, les œufs, le poisson, la viande, ou des alternatives végétales, donc ça peut être, des légumineuses, hein, de temps en temps. Donc le repère, c'est 1 à 2 fois par jour et puis pour les, produits laitiers ou les alternatives végétales pour ceux qui n'en consomment pas, c'est les repères, c'est 2 à 3 par jour. Heu, Après donc voilà, enfin on pourrait y passer beaucoup de temps, savoir si, il faut consommer des produits laitiers ou pas, au lait de vache ou au lait de chèvre. Enfin ça je j'ai pas le temps aujourd'hui de rentrer dans tous ces détails, mais peut-être que vous aurez des questions par la suite et on pourra y répondre. Parce que là, vous voyez, c'est une conférence, où finalement on donne des éléments, un peu généraux sur l'équilibre alimentaire, mais après il faut s'adapter au contexte de chacun, et donc trouver des équivalences pour, permettre à chacun d'avoir, les bons apports, hein. Ensuite, on monte encore dans la pyramide et là, on se retrouve au niveau des matières grasses ajoutées. Alors ça, le message au niveau des matières grasses ajoutées, le repère, c'est, avec modération et en variant les sources et en limitant les matières grasses animales, hein, donc plutôt en favorisant des matières grasses végétales, et en les variant, hein. Huile d'olive, mélange d'huile, pour la cuisine et aussi des huiles riches en oméga 3 pour les assaisonnements, colza, lin, noix, par exemple. Hein, là aussi en dosant et en limitant aussi, les modes de préparation, de cuisson où vous allez avoir, voilà, des feuilletés, de la béchamel, des plats en sauce, voilà, enfin, il faut bien varier ces modes de cuisson. Hein. Et puis à la pointe de la pyramide, là vous retrouvez, je dirais les aliments un peu plaisir, heu, qu'il faut consommer sans interdit bien sûr, mais en plus petite quantité et en faisant attention à la fréquence de consommation, hein. Si vous avez une pâtisserie, à chaque repas, c'est peut-être trop, mais si vous en avez 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien, hein, vous voyez? Donc il faut, garder le plaisir, et gérer la consommation de ces produits plaisir, voilà, en ayant des portions adaptées, en gérant les fréquences de consommation. Donc en fait, si on réfléchit, on voit que l'équilibre alimentaire, il doit se construire, en fait. Il doit se construire sur plusieurs jours, hein, pour permettre d'avoir une variété et une diversité dans le choix des aliments, mais aussi pour bien gérer son budget, hein, on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant d'avoir une liste de courses, d'établir un menu, hein. Encore plus aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui avec l'inflation des prix alimentaires, on a tout intérêt à, voilà, à établir des listes de courses, à faire des menus parce que du coup, on n'est pas tenté. On va aller acheter, directement ce dont on a besoin. Et du coup, voilà, d'avoir une réflexion en amont avant d'aller dans les magasins, c'est intéressant, hein. Après, cet équilibre alimentaire, il se construit aussi sur la journée, hein, pour permettre d'avoir une bonne répartition des apports, énergétiques, hein. C'est intéressant de bien répartir les apports. En ce moment, on entend beaucoup parler de personnes, qui, font, du jeûne intermittent, voilà et qui pensent que c'est intéressant, pour, pour leur santé, voilà, ça dépend du contexte, hein. Donc idéalement, c'est l'idée ou inversement, vous voyez, si quelqu'un me dit: «Je prends qu'un seul repas hyper copieux le soir avant de me coucher», vous voyez bien que c'est pas forcément, intéressant, hein. L'idée, c'est de bien répartir, les apports dans la journée. Je prends l'exemple des protéines. Si vous voulez avoir une synthèse protéique, optimisée, il vaut mieux répartir les apports de protéines sur les 3 à 4 repas dans la journée. Ensuite, cet équilibre alimentaire, il se construit aussi à travers un choix structuré et varié d'aliments sur chaque repas, hein. Donc, au petit déjeuner, il peut y avoir un produit laitier, un féculent, un fruit, hein. Au déjeuner et au dîner, une source protéique,
bon, ça peut être facultatif au dîner, hein, voilà. Un féculent, un légume, un produit laitier, un fruit et ou un fruit, hein, voilà. Et puis pour certains, il peut y avoir une collation dans l'après-midi, heu, voilà, enfin, notamment si on remarque qu'on a tendance à grignoter, dans l'après-midi et tout, bah, il vaut mieux se prendre une collation, que d'aller vers du grignotage. Là, c'est une façon aussi de représenter, l'équilibre alimentaire dans l'assiette. Sans doute, vous avez déjà vu ce type de visuel avec, voilà, là, il y a un quart de légumes, non, pardon, un demi de légumes, un quart, de d'aliments protéiques, hein, qui soient d'origine animale ou végétale et 1/4, de féculents. Ça peut être aussi une composition un tiers, un tiers, un tiers, hein. Donc ça, c'est intéressant, c'est très visuel aussi et ça représente de façon simple l'équilibre alimentaire. Ensuite, vous pouvez y ajouter un produit laitier ou équivalent, au niveau, végétal et ou un fruit, hein. Alors, si on passe maintenant à la, au fait de faire des courses et de construire des menus, si on réfléchit un petit peu à ça, on se dit: «Mais, voilà, enfin, quels sont les intérêts, en fait, de faire une liste de courses, d'avoir des menus sur la semaine?» Le premier des intérêts, c'est que ça vous fait gagner du temps, hein, si c'est bien, voilà, bien géré, vous retournez pas faire de courses en vous disant: «Ah bah tiens, j'ai oublié tel aliment, il faut que j'y retourne». Si c'est bien planifié, ça vous fait gagner du temps, hein. Le deuxième des intérêts, c'est ça vous fait vraiment optimiser votre budget alimentaire, hein, de bien le troisième intérêt, c'est de respecter la variété et la diversité des aliments, hein. Lundi, je prends du poulet, mardi, je me fais une omelette, mercredi, j'ai il y a je la poissonnerie, il y a pas trop de monde, beh, je vais acheter du poisson. Enfin, vous voyez? C'est tout ça, c'est intéressant d'organiser les choses pour introduire de la variété et de la diversité. Hem et ensuite, il y a aussi le fait que moi, je me rends compte que les personnes qui ont tendance à, voilà, aller, très régulièrement, faire des courses, mais sans planifier, ils vont acheter des aliments, dont ils n'ont pas forcément besoin. Enfin, vous voyez, ils vont se laisser tenter, hein, donc ça aussi, c'est intéressant de réfléchir à ça. De réfléchir aussi au bon moment pour aller faire ses courses, hein. Parfois, quand on est contrarié, quand on est fatigué, c'est pas forcément le bon moment pour aller faire ses courses. Et puis enfin, de réfléchir un petit peu à des courses adaptées, ça permet d'avoir une réflexion aussi plus globale, sur la protection de l'environnement et sur une alimentation plus durable, hein. Vous voyez, moi, en tant qu'ingénieur agronome, ça, c'est des éléments qui me parlent beaucoup et finalement, tout est lié, hein, parce que notre santé, elle est liée aussi à la santé de la planète, hein. Voilà, si on respecte, les saisons, si on essaye de prendre des produits où il y a moins d'emballage, tout ça, c'est intéressant, hein et on a intérêt à avoir cette réflexion un peu plus globale, sur nos courses. Après, au niveau du budget, vous voyez, il y a plein de petites astuces quand on fait ses courses. Donc pour acheter malin, il faut comparer les prix au kilo, hein et il faut se méfier, hein, parce que parfois vous allez avoir un gros sticker sur un produit, offre spéciale, donc vous avez l'impression que c'est moins cher. Et après, vous regardez le prix au kilo sur deux produits équivalents et puis là, vous vous dites: «Mais attends, là, vraiment, ils exagèrent, quoi». Parce qu'en fait, c'est complètement faux. En fait, les offres spéciales, elles correspondent pas forcément à enfin, un vrai bénéfice pour vous, hein. Il faut vraiment vérifier les prix au kilo. Après donc, toujours, consommer des produits de saison, ça sera forcément moins cher. Vous n'allez pas, acheter des fraises en plein hiver, elles vont être hors de prix et en plus, elles vont être, dégueulasses,
c'est forcément du hors sol. Voilà et puis il faut essayer de privilégier les produits bruts, hein, dans une double optique. C'est que quand vous allez vers des produits bruts, c'est forcément moins cher, heu et en plus, c'est meilleur pour votre santé, hein. Donc ça, je vais en reparler, très largement après, mais c'est voilà, cuisiner des aliments bruts pour votre santé et pour la prévention santé, c'est voilà, enfin, c'est la base. Heu, Profiter des promotions et congeler ou faire des conserves. Ça, c'est des choses, voilà, peut-être les générations, actuelles enfin, moi, quand je reçois des jeunes en consultation, déjà, ils ont plus de mal à cuisiner, hein. Ils commandent beaucoup, Uber Eats et tout ça et puis de faire des conserves ou des choses comme ça leur vient pas du tout à l'esprit, hein, voilà, enfin donc la congélation dans des contenants aussi en verre, hein. On congèle pas dans des contenants en plastique. C'est mieux de congeler dans du verre, parce qu'après quand vous allez réchauffer et tout, il y a pas de le plastique, c'est moins intéressant au niveau de la santé. Et puis après, il y a toutes les notions sur éviter le gaspillage alimentaire. Donc on achète juste ce dont on a besoin pour la gestion des stocks. Tout l'intérêt de faire, des menus à l'avance, hein, voilà. De cuisiner aussi des quantités adaptées, de programmer ses menus, mmh, d'éviter d'avoir des trop grosses portions. Par exemple, sur les féculents, voilà, on calcule ce dont on a besoin et puis aussi de savoir cuisiner les restes, hein. Les restes de viande, de légumes, bah, on les met dans un hachis, dans une soupe, dans une quiche, dans un soufflé. On fait des gratins de pâtes, voilà, les fruits abîmés, on en fait des compotes. Tout ce qui est fan de légumes, on les met dans les soupes, voilà. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc consommer des fruits et légumes de saison pour le budget, hein, pour avoir des aliments plus savoureux, et pour protéger notre planète, hein. Ça, c'est vraiment, les différents éléments, à mettre en avant. Là, vous voyez, ce schéma, il est intéressant. Plus vous allez, la flèche, vous voyez, plus elle va de droite à gauche, plus vous allez vers la gauche, plus vous êtes sur des aliments bruts, peu transformés et peu chers, hein. Donc, et il faut toujours, mettre en avant, pour les questions de budget, les œufs, les conserves de poissons au naturel, le lait, les produits laitiers nature, les légumineuses aussi, hein, qui sont, peu chères et parfois aussi des conserves, hein. L'idée, c'est au niveau du budget, c'est de valoriser tous les modes de conservation, hein. Le frais, au niveau des fruits et les légumes, le frais, le surgelé et les conserves, hein. Alors au niveau de la qualité nutritionnelle, les conserves, c'est moins bien, hein, voilà, il y a une destruction des vitamines, il y a, voilà, le liquide de conservation, il est salé, hein, pour les légumes, donc voilà, mais Heu, pour autant, tout ce qui est surgelé au naturel, hein, c'est très intéressant et ça préserve quand même pas mal de vitamines et puis il y a un gain de temps parce que vous n'avez pas à éplucher et tout ça, donc c'est le surgelé au naturel, c'est très bien au niveau rapport qualité-prix, et si vous n'avez pas trop le courage de cuisiner, vous faites de la cuisine d'assemblage avec, c'est bien. Voilà, donc ça, je vais passer là-dessus. Maintenant, je voulais faire un point avec vous sur tout ce qui était, sur tout ce qui est lecture des étiquettes, hein. Donc là, vous voyez sur un emballage, en fait, on est souvent perdu. Il y a une multitude d'informations. Voilà, quelles informations faut-il regarder? Voilà et c'est vrai qu'on parfois on se laisse, entre guillemets, souvent j'ai des personnes qui me disent: «Mais c'est mensonger», hein. Alors, c'est pas forcément mensonger, hein, parce qu'en fait, ils sont obligés de respecter la réglementation, donc ils peuvent pas mettre des choses fausses sur les emballages, mais ils peuvent, voilà, enfin, heu, mettre des messages qui portent à confusion, hein, vous voyez? Donc c'est important de savoir ce qu'il faut regarder. Alors
Il y a des mentions nutritionnelles qui sont obligatoires, et des mentions nutritionnelles qui sont, intéressantes pour nous, hein. Donc il y a, notamment la liste des ingrédients, hein. Donc ça, la liste des ingrédients, hem, elle nous elle nous donne tous les ingrédients, par ordre de quantité décroissante, hein. Donc le premier ingrédient là, vous voyez dans le velouté de cigale, c'est de la purée de tomate, hein, et le deuxième ingrédient, c'est de l'eau, hein. Donc déjà, vous voyez si vous regardez, des produits et que vous voyez le premier ingrédient, c'est de l'eau, bah, c'est un peu bizarre quand même, hein. Moi l'autre jour, je regardais, il y avait une quiche, premier ingrédient, de l'eau. Ah, bah, moi dans mes quiches, je mets pas de l'eau en premier ingrédient, Ça hein, fait donc beaucoup. voilà. Donc ça veut dire que si le premier ingrédient, c'est de l'eau, c'est que derrière, il y a énormément d'additifs pour donner une texture, hein, pour des gélifiants, des épaississants. Donc vous voyez, c'est pas intéressant, hein. Ce qui est important de bien avoir à l'esprit aussi dans la liste des ingrédients, c'est voilà, de voir les ingrédients, enfin les premiers ingrédients et de voir si la liste est très longue. Si la liste est très longue, ça veut dire qu'a priori, c'est un aliment qui est très transformé avec beaucoup d'additifs, et ça non plus, c'est pas intéressant. Là, ça vous donnera aussi des informations sur les principaux allergènes, hein. Il y a 13 allergènes qui sont classés réglementairement, hein, qui doivent être indiqués dans la liste des ingrédients, notamment, enfin voilà, c'est sur les principales, allergies, hein. Donc, là-dessus, ça vous donne des informations, claires là-dessus. Ouais. Puis après, vous avez ça peut être indiqué: «Peut contenir des traces de». Alors ça, enfin, ça veut dire que ces produits peuvent aller sur des chaînes où il y a eu, par exemple, des fruits à coque, hein. Mais ça ne veut pas dire que ça en contient, c'est juste que, les industriels, ils préfèrent, voilà, enfin, c'est le principe de précaution, hein. Ensuite, ce qui est obligatoire, c'est le tableau des valeurs nutritionnelles. C'est-à-dire que vous allez avoir un tableau où on va vous donner les valeurs nutritionnelles pour 100 millilitres. On va vous donner l'énergie, les matières grasses, dont acides gras saturés, les glucides, donc ça, c'est les sucres, dont sucre, les protéines et le sel. Ça, c'est obligatoire. Après ce tableau-là, quand on n'est pas spécialiste, il est compliqué à analyser, hein. Vous, de savoir que dans le velouté de cigale, il y a 6,27 grammes de glucides, comment savoir si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est beaucoup d'avoir 0,6 grammes, de sel dans un velouté? Voilà, moi je suis spécialiste, je sais que c'est pas énorme, hein, mais voilà, vous, c'est difficile. Donc l'idée pour vous, heu c'est, de savoir, vous voyez, l'idée c'est de comparer, un produit avec un autre, hein. Vous prenez un velouté, velouté de cigale et ben vous le comparez avec un autre, voilà, enfin, une autre soupe de légumes et vous comparez les 2, hein. Si dans l'autre soupe, vous voyez que, le sel, il est à 1,5 g pour 100 millilitres, bah, vous dites: «Ah bah, c'est plutôt pas mal», hein. Donc toujours comparer 2 produits d'une même gamme sur, ce tableau des valeurs nutritionnelles. Sinon, c'est difficile de s'y retrouver. Voilà. Donc après, sur la lecture des étiquettes, vous avez aussi un certain nombre de mentions qui sont des mentions facultatives, hein. Et il y en a beaucoup, hein. Il y a déjà les scores, donc le Nutri-score, l'Eco-score, donc ça je vais vous expliquer ce que c'est, hein. Il y a tout ce qui concerne les allégations nutritionnelles et les allégations de santé, donc ça va être, riche en vitamine C, ça va être, allégé en sucre, sans sucre ajouté. Ça, c'est des allégations nutritionnelles et il faut les comprendre. Et puis vous avez aussi un certain nombre de labels, hein, de signes,
de signes de qualité, donc que vous devez connaître. Je ne sais pas si vous achetez, ce type de produit. Donc label rouge, ça s'appuie sur tous ces labels, hein, tous ces signes de qualité. Ils s'appuient sur des cahiers des charges bien définis et il y a des contrôles qui sont réalisés par des organismes certificateurs, donc c'est quand même assez cadré, hein. Donc il y a bon l'agriculture, biologique, donc ça vous connaissez, hein, c'est un label qui vous garantit qu'il y a pas de pesticides, pas d'insecticides. Le label rouge, heu, c'est un cahier des charges qui garantit une qualité supérieure, des aliments. Et puis vous avez, les AOC, donc ça c'est plus lié à des localisations géographiques et à des terroirs, à des recettes spécifiques, voilà. Mais ça vous garantit quand même, voilà, des choses intéressantes, hein. Vous pouvez vous y fier. Après donc vous voyez sur le Nutri-Score, je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas. Donc, premier postulat de base, aller vers une alimentation, avec une cuisine avec des aliments les plus bruts possibles, les moins transformés possibles. Si de temps en temps vous utilisez des produits transformés, vous pouvez l'idée du Nutri-Score, c'est de pouvoir comparer entre eux 2 produits d'une même gamme, hein. Vous voyez, là, vous avez, 2 lasagnes, bah, vous comparez les deux lasagnes de marques différentes. Et vous prenez celle qui a le Nutri-Score le plus, A ou B, vous voyez? Vous prenez pas celui qui est, D ou E, hein, qui va être moins bien noté, hein. Pareil, vous voyez, les céréales du petit-déj, bah, là, on voit que les céréales au chocolat, ils sont moins bien notés. Alors pourquoi? Parce que ça se base sur des critères, la quantité de fibres, la présence de fruits et de légumes, la présence de légumineuses, de protéines, et la quantité de sel, de matières grasses et notamment d'acides gras saturés qui sont moins intéressants pour notre santé et la quantité de sucre, hein. Donc ça, c'est les critères, qui rentrent en compte dans les scores du Nutri-Score. Après, le Nutri-Score, vous voyez, il y a des limites, à ce Nutri-Score, de nombreuses limites, hein. Là, vous voyez, une huile, elle est très mal notée. Beh, forcément, c'est que du gras, l'huile. Donc forcément, comme c'est un critère donc là, il faut avoir un regard un peu critique, hein. L'huile, pour nous, c'est intéressant, c'est important d'en avoir, dans pour, pour notre équilibre alimentaire. Donc là, c'est un biais, de ce Nutri-Score. Un autre biais, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure des nombreux additifs qui pouvaient être, ajoutés dans les produits transformés. Le Nutri-Score ne les prend pas en compte, hein. Donc ça, c'est dommage, hein. Ils sont en train d'y réfléchir d'ailleurs, hem, mais pour l'instant, c'est pas encore considéré dans la note. Et encore un autre biais, c'est que ça ne prend pas en compte le degré de transformation des produits, hein. Donc voilà. Il y a d'autres outils qui les prennent en compte. Donc vous voyez, là, j'ai mis à droite, vous avez Yuka. Ça, c'est une démarche, qui est, c'est pas une démarche qui est portée par les pouvoirs publics, mais c'est une démarche qui est intéressante, où vous pouvez retrouver tous les produits et là, ils prennent en compte les additifs. Donc ça, c'est intéressant. Et sur Open Food Facts, ça pour le coup, c'est un peu porté par les pouvoirs publics. Vous retrouvez pour chaque produit, il y a le Nutri-Score, l'Eco-Score. Donc Eco-Score, ça prend en compte, l'impact environnemental et une autre classification qui s'appelle la classification NOVA, qui est une classification qui, va, essayer d'étudier tout ce qui est, transformation, hein. Donc voilà. Et ça, c'est extrêmement important et intéressant, vous voyez? Il y a un chercheur, qui travaille, là-dessus depuis, une dizaine d'années et là, il vient de publier, des résultats de ses recherches dans une revue, scientifique, le Lancet. C'est vraiment, voilà, la référence internationale
où il a démontré que en fait, les aliments ultra transformés, il y a un lien, il y a un impact très net, avec la santé, hein. Beaucoup plus de surpoids, beaucoup plus de diabète, des problèmes au niveau de l'intestin, une fragilisation au niveau du microbiote intestinal. Tout ça, c'est lié, aux additifs multiples, mais aussi, au degré de transformation. Vous voyez, si vous prenez, des céréales de petit-déj, comme les cornflakes ou, qui sont, soufflées, extrudées, chauffées, l'amidon, il ne se comporte pas de la même façon, hein. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, à considérer et c'est une avancée. Alors, cette classification, on ne la retrouve pas sur tous les produits, mais vous, en tant que consommateur, vous pouvez, vous dire: «Bah, tiens, là, je vois bien que c'est des produits ultra transformés, hein». Et vous voyez aussi au niveau du végétal, hein, quand je vois moi, des saucisses végétales, hein, ou des, enfin des steaks de soja, des choses comme ça, ou même, des alternatives, aux produits laitiers, des boissons végétales, des ça, c'est des produits qui sont pour certains, ultra transformés, hein. Donc parfois on confond, on se dit: «C'est végétal, c'est bon pour moi», mais si c'est ultra transformé, bah, pas forcément, mmh. Donc voilà, sans sucre ajouté, donc ça c'est une allégation nutritionnelle. Donc sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ajout de sucre, hem, mais qu'il peut y avoir du sucre, naturellement produit présent dans l'aliment, hein. Une compote, sans sucre ajouté, ça veut dire qu'il y a le sucre du fruit, mais il y a pas de sucre ajouté, hein. Voilà, donc ça, cette mention, c'est intéressant voilà, de choisir ses produits avec ça, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas de sucre dans le produit, hein. Sans sucre, sans S, ça veut dire qu'il y a pas de saccharose, hein, et allégé en sucre, il peut y avoir du sucre en plus, mais 30 30 en moins que dans un produit standard, hein. Donc vous voyez, c'est complexe, hein, tout ça, hein. Voilà. Après, donc je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, Quelques vas-y, astuces, vas-y. hein, pour construire des menus équilibrés. Donc construire des menus sur la semaine. On regarde, l'équilibre alimentaire sur la journée en vertical, hein. On regarde aussi sur la semaine en horizontal pour avoir une bonne variété, une diversité des aliments. On essaye d'avoir à chaque repas un légume, voilà, soit en crudité, soit une crudité et ou un accompagnement, hein. Et puis, on privilégie plutôt un accompagnement féculent au déjeuner et un accompagnement légumes au dîner, mais idéalement, c'est bien d'avoir les 2 à chaque repas. Après ça peut être du pain quand vous n'avez pas, voilà, pas envie de vous faire des féculents, vous pouvez utiliser les équivalences pain-féculent. Voilà, pas trop de fromage, trop dans la journée, pas trop d'entrées grasses, charcuterie feuilletée, voilà, enfin et varier la enfin, ne pas avoir, trop de pâtisseries ou de desserts gras et sucrés dans la semaine. Mmh. Donc là, voilà, si on analyse ce menu, vous voyez, on voit donc, déjeuner, taboulé, poulet basquaise, riz pilaf, camembert, tarte aux pommes, pain. Bah, moi, ce qui me choque tout de suite, c'est qu'il y a trop de féculents, hein. Il y a un féculent en entrée, un féculent en accompagnement et un féculent en dessert, hein, avec la tarte aux pommes. Par contre, il y a pas de légumes, hein. Donc là, pour rééquilibrer, le repas, ben, on met une crudité en entrée. Déjà, c'est beaucoup mieux. Après, la tarte aux pommes, s'il y a trop de desserts sucrés dans la semaine, ben, on met, plutôt un fruit. Sinon, on la conserve, hein, vous voyez? La pomme Donc toute seule? comment? Voilà, La sinon on Ouais, prend la pomme juste la tout de pomme. suite, toute seule, voilà. Donc ça voilà, on regarde en vertical et en horizontal. Si on regarde le jour d'après, œuf, mayonnaise, spaghetti bolognaise, gouda, mosaïque de fruits. Donc là aussi, hein, ce qui me choque, c'est l'entrée, hein. Je vais tout de suite changer, je vais mettre une crudité pour réintroduire des légumes et après donc on a du fromage
comme produits laitiers et en fait, on regarde le soir et là aussi, il y a du fromage. Donc moi, du coup, ce que je me dis, c'est que si je prends du fromage, le soir, ben là, je prends plutôt un fromage blanc pour aller avec ma mosaïque de fruits, ça ira très bien. Donc on rééquilibre sur la journée, hein. Et sur la semaine, vous voyez, le soir, si je regarde le soir, il y a une quiche le lundi, le mardi, il y a une tarte aux fruits de mer. Donc ça fait trop, hein, c'est trop de tartes, voilà. Donc là, on va changer ici, hein. On va mettre plutôt une poêlée de légumes avec, une tranche de jambon blanc, par exemple, voilà, ça va, plus varier les choses, hein. Voilà un petit peu pour vous donner un petit aperçu d'une analyse de menu, hein. Mais, voilà, peut-être que ça, vous le faites naturellement. Et puis après, pour terminer, je voulais terminer sur des petits trucs et astuces en cuisine. Parfois de cuisiner à l'avance et de congeler, des portions individuelles, ça peut être intéressant, surtout s'il y a des jours où vous avez, votre aquagym, où vous avez, pas le temps de cuisiner, où vous avez moins le moral, hein, où vous avez moins envie de cuisiner, bah, vous sortez des portions individuelles que vous avez déjà, cuisinées à l'avance, hein. Heu, Autre option aussi de temps en temps, c'est de faire de ce que j'appelle de la cuisine d'assemblage, hein. En en se servant de la cuisine du placard, hein, des conserves de poissons, conserves de féculents, une petite boîte de pois chiches, une petite boîte de maïs, voilà, des haricots verts en conserve. En se servant aussi de la cuisine du congélateur, hein, des aliments surgelés au naturel. Vite fait, bien fait, hein. De temps en temps, c'est mieux que de sauter un repas ou de faire un repas pique-nique où on se prend juste, un petit morceau de pain et de fromage. C'est important de voilà, enfin, donc c'est des petites astuces, hein. Après sur l'équilibre alimentaire, vous avez aussi, des sites où vous pouvez retrouver des idées de menus, de recettes et notamment la fabrique de menus, qui, vous est proposée par le Programme national nutrition santé, mais il y en a plein d'autres, hein. Et puis l'idée, c'est d'avoir une variété, variété des recettes, variété des textures dans l'assiette, hein, variété des aliments, variété des couleurs, et variété aussi grâce aux épices, et aux herbes, hein, que vous pouvez ajouter dans votre cuisine. Voilà et je terminerai aussi sur, la notion de portion adaptée, hein. Ç Ça, c'est des choses que j'aborde beaucoup moi avec les personnes que j'accompagne. Vous voyez c'est ce que j'utilise moi, hein, c'est des photos d'aliments dans l'assiette, hein. Donc, sur la gauche, vous avez 100 grammes d'aliments, de féculents cuits et à droite 300 grammes de féculents cuits, hein. Et savoir en cru ce que ça donne en cuit, hein, 100 grammes de féculents cuits, c'est 3-4 cuillères à soupe et ça correspond à 30-40 grammes en cru, hein, ça fait fois 3 à la cuisson. Donc voilà, enfin ça c'est intéressant aussi voilà, d'avoir des éléments sur, les portions adaptées. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai terminé mon petit topo. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions. J'ai vu donc, Mmh. voilà, Ouais, ouais, ouais. je Merci suis Emmanuel. disponible pour répondre à vos questions. On va regarder ça. J'ai répondu à quelques-unes, mais effectivement, D'accord, il y a des questions un petit peu plus précises. On verra ça à la fin de l'enregistrement, c'est le bonus. Donc je vous invite à vous inscrire et à nous rejoindre en direct pour la prochaine, visioconférence. En attendant, pour, vous qui êtes présents avec nous en direct, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous que vous le remplissiez pour qu'on puisse faire un retour, à la fois à nos financeurs, mais également à nos présentateurs et nos animateurs qui sont là pour, s'améliorer aussi sur les éventuels, enfin sur les visioconférences qu'ils vont refaire avec nous. Je vous ai mis le lien dans la barre de conversation, donc vous pourrez le remplir juste après. Je vous mets la diapositive avec, tous les projets de Movadom. Donc vous avez la chaîne YouTube, qui permet de voir tous nos replays. Donc le replay d'aujourd'hui sera disponible dès cet après-midi. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, donc c'est movadom.eventbrite.com et puis sur le site de Movadom, vous pouvez toujours télécharger gratuitement le livre audio sur le déménagement des seniors,
ainsi que les podcasts qui sont des petits témoignages de personnes qui ont déménagé ou qui accompagnent les déménagements ou qui ont des gens qui ont fait adapter leur logement pour pouvoir rester chez eux. Si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Et puis, encore merci Emmanuel et merci à la Conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et à la CNSA. À très bientôt.